fameux symposium des métaux précieux qui ont eu lieu à la mi-juin et où divers intervenants spécialisés dans ces matières sont venus donner leur point de vue sur différents sujets qui leur étaient proposés. Alors, on va commencer par le premier, qui était évidemment l'éminent Philippe Béchat, où on lui a proposé de répondre à la question suivante. Pourquoi serions-nous à l'aube d'un marché boursier dans les matières premières? Quels sont les facteurs inédits qui pourraient agir en ce sens? Nous serions depuis une quinzaine d'années dans un cycle haussier. Tout cela aurait commencé après la chute en 2008 avec les subprimes, où bien la majorité des investisseurs dans les marchés financiers ont été contraints de vendre l'or suite au fameux krach boursier qui avait eu à l'époque avec les actions telles que le Nasdaq, etc., toutes les matières électroniques de l'époque. Et du coup, eh bien, l'or s'était effondré. Et après cela, eh bien, les plus chanceux ont pu acquérir de l'or et profiter petit à petit de la montée de ce dernier, surtout que la situation a été en ce sens, puisque l'on a vécu directement après ce fameux épisode 2008, eh bien, la fameuse apparition de la planche à billets, qui a commencé à tourner de plus en plus de manière folle. S'en est suivi évidemment la dette de plus en plus grande des États-Unis. Et ensuite, eh bien, ça s'est terminé évidemment par l'arrivée du Covid, de la fameuse politique du quoi qu'il en coûte, où, eh bien, évidemment, on a dépensé ad vitam aeternam et de manière complètement folle également. Et tout cela n'a eu qu'un effet que de renforcer le caractère haussier des matières premières. Le premier, c'est l'endettement des États. Et le premier, évidemment, qu'on pointe, eh bien, c'est les États-Unis, qui, lui, eh bien, dépense des milliards par jour, s'endette de milliards par jour, et on se demande comment ils vont s'en sortir. Et la première banque asiatique à s'inquiéter de la situation en 2015, c'est la Chine, qui, dès cette époque, a cherché par tous les moyens à se dédollariser et à avoir de moins en moins de positionnement sur le dollar par crainte de la faillite de l'État américain. On remarque un certain parallélisme où, depuis ces dernières élections, eh bien, on a commencé également à s'attaquer à la dette de la France, où on a remarqué ces dernières semaines un écart de plus en plus grandissant avec le bond allemand, où maintenant on se trouve à plus ou moins 15 points d'écart. Alors évidemment, cet endettement qui semble être sans solution tant pour les États-Unis que pour l'Europe, eh bien, ne semble pas avoir la même vision vis-à-vis des autres États. Car très souvent, on va vous invoquer que la Chine a également une dette très importante, mais elle se différencie par le fait que la Chine, eh bien, elle est productrice de richesses, ce qui n'est pas le cas pour les États-Unis et pour l'Europe. En effet, cette dernière a toujours la possibilité, en cas de gros problèmes, de privatiser, par exemple, comme ça a été en Grande-Bretagne, privatiser ses autoroutes ou bien ses transports en commun. Et si elle parvenait à faire ça, eh bien, elle parviendrait à pratiquement réduire totalement sa dette, ce qui est quasiment impossible pour l'Europe et pour les États-Unis. Évidemment, face à cette situation où finalement on a affaire à une dette sans solution, eh bien, ça a un caractère inquiétant pour le monde et du coup, eh bien, l'inquiétude, eh bien, invite évidemment à se tourner vers des actifs beaucoup plus sûrs, où on a le plus confiance et qui existent depuis des décennies. L'or remonte quand même à plus de 5000 ans et on a toujours gardé confiance en lui, y compris à l'argent, et par conséquent, eh bien, ce n'est que tout boni pour cet actif vers lequel eh bien, les États, principalement asiatiques, se tournent. On affaiblit la devise tout en continuant à s'endetter et en détruisant sa devise. Ce qui n'est pas le cas, comme je vous le dis, des pays asiatiques principalement qui, eux, eh bien, s'endettent, mais tout en ayant une capacité de produire de la richesse. Le deuxième point favorable aux matières premières, eh bien, c'est la fameuse transition écologique
inflationniste qui est principalement l'apogée de l'Europe. En effet, comme vous le savez tous, eh bien, c'est principalement l'argent qui est utilisé comme matière pour la fabrication des panneaux photovoltaïques principalement, et par conséquent, eh bien, le rôle de l'argent est réapparu. Ce n'est plus seulement une monnaie, bien qu'elle a toujours été une monnaie et elle l'est encore dans certains pays dans le monde, mais elle devient une matière industrielle, utile donc à la création de produits soi-disant écologiques. Mais comme on le sait, l'argent devient de plus en plus rare et au sein de la Terre, de l'écorce terrestre, il y en a de moins en moins. Ce qui fait que le coût à l'extraction devient beaucoup plus élevé et du coup, eh bien, les industriels manipulent les marchés pour garder un niveau de coût relativement bas et pouvoir continuer à créer les produits nécessaires à la transition énergétique. Par conséquent, eh bien, on parvient également à manipuler le cours de l'argent par les fameux EFT pour créer une certaine demande excessive pour faire diminuer le cours de l'argent. Évidemment, selon Philippe Béchat, cette situation ne pourra pas perdurer dans le temps. À un moment donné, l'argent deviendra tellement rare qu'il sera plus possible de manipuler et de garder les taux bas et que par conséquent, on peut s'attendre à ce que le prix de l'argent ne soit plus un prix à 2 chiffres, mais à un prix à 3 chiffres. La militarisation du dollar. Nous avons vu ça avec la Russie où les avoirs russes ont été gelés, principalement ceux qu'ils détenaient en dollars, ce qui veut dire que les Américains ont leur main mise sur tous les avoirs que les États ont en dollars et donc ne sont plus finalement maîtres de leurs avoirs lorsqu'ils détiennent du dollar, ce qui évidemment ne plaît pas aux États qui veulent garder leur autonomie et par conséquent, eh bien, cherchent par tous les moyens à retrouver leur indépendance, même si ça doit leur coûter un peu d'argent. La création par les banques centrales d'un nouveau système non adossé au dollar, mais à une autre devise ou à une autre matière, et pourquoi pas à l'or. Et l'on remarque que de plus en plus d'États sont en train de renforcer leur position en or. On peut citer la Pologne, l'Arabie saoudite, l'Iran, principalement les pays BRICS. Pourquoi? Parce que l'on s'attend à ce que le dollar disparaisse comme une devise mondiale et commerciale et qu'elle soit remplacée par une nouvelle devise ou une devise encore existante qui prendrait la relève. On sait que après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, eh bien, avant c'était la livre sterling, ensuite ça a été le dollar. Ben, chacun a son moment et le dollar, eh bien, toucherait à la fin de sa vie et serait remplacé soit par une devise, pourquoi pas asiatique, et ou par une autre devise toute nouvelle. On suit d'ailleurs toujours de très près les différentes réunions des BRICS où on s'attend à ce qu'un jour ou l'autre, ils nous parlent d'une nouvelle devise qui, très souvent, on parle qui serait adossée à l'or. Mais en attendant, eh bien, l'or, ça n'est que tout bon pour elle, puisque la création d'une nouvelle monnaie qui serait peut-être adossée à l'or ou que l'on accepterait de monétiser l'or pour l'achat de pétrole, etc., comme par exemple l'Arabie saoudite le permet actuellement, eh bien, ça ne fait que de renforcer le pouvoir de l'or sur le marché et par conséquent de l'entraîner dans sa hausse. Pour Philippe Béchat, les marchés des matières précieuses en or et en argent, eh bien, se trouvent dans un cycle inflationniste donc, qui va monter et ça va être sur du long terme. Pour Jean-François Faure, lui, il est quasiment sûr pour lui que l'or ne redescendra plus à des taux très très bas. Pour lui, comme je viens de vous le dire, eh bien, les seuils de résistance se transforment en des supports. Donc, pour lui, descendre en dessous de 1650-1700 dollars l'once, eh bien, pour lui, plus bas que ça, on ne saurait plus descendre. On se trouve donc dans un nouveau niveau de jeu et on devient dans une position attentiste, tant en ce qui concerne les taux que les dettes des USA, les élections aux États-Unis et aussi avec les achats de plus en plus importants de la part des pays et de leurs banques centrales.
au niveau des achats dans le monde, eh bien, les gens, la part d'achat est beaucoup plus grande que des ventes. On a souvent 75% d'achats pour 25% de ventes. Et actuellement, eh bien, c'est devenu à l'équilibre. On a 50% d'achats pour 50% de ventes. Et on voit principalement assez bien de gens en Europe qui ont pris leurs bénéfices. Pourquoi? Ben parce que l'inflation est là, les gens ont leur pouvoir d'achat qui est diminué et par conséquent, ils en profitent, ils essaient de maintenir leur niveau de vie en vendant un petit peu d'or et par conséquent, eh bien, on voit une sorte d'équilibre, ce qui n'est pas du tout courant. Alors, les deux autres points qu'il invoque qui soutiennent l'or également, bien c'est ceux que Pierre Béchat raconte également, c'est la monnaie dégradée ou attaquée du dollar et de l'euro. Et ensuite, il parle du quatrième élément qui est le changement de règles monétaires, où là, il ne parle pas seulement d'un nouveau système monétaire basé sur l'or ou une autre monnaie en circulation, mais lui, il fait un petit rapprochement avec ce qui s'est passé à la fin de la Révolution française où on créait de l'argent en bronze, mais à partir de secteurs privés et ces monnaies privées, eh bien, avaient leur confiance en sein de la société et on avait beau les interdire, elles ont continué à circuler. Et il dit pour lui qu'il compare un peu ce changement monétaire qui devrait arriver dans un contexte écologique à ce qui s'est passé à la fin de la Révolution française. Pour lui, eh bien, il parle aussi dans les 24 à 36 mois un once d'or à 3000 dollars, un peu les mêmes chiffres que ce qu'avance Pierre Béchat, mais ici, il espère évidemment, lui, qu'il y aura une montée qui sera faible, lente et avec de longs supports et de longues périodes attentistes pour éviter d'avoir une explosion et une hausse exponentielle qui n'aurait que pour résultat d'être une bulle qui finalement se transformait en un crack, ce que personne ne souhaite. Bien, l'argent est un secteur qui est pratiquement sous la main des traders et des particuliers. Les banques centrales et les États ne s'intéressent pas à l'argent, donc c'est un marché qui est très petit et qui est donc l'argent est une matière qui est utilisée surtout pour diversifier le portefeuille quand on a trop d'or et qu'on veut vraiment diversifier pour pas mettre tous les œufs dans le même sac. Eh bien, la deuxième option que l'on choisit toujours, c'est l'argent. Et l'argent, ben, elle reste encore dans certains pays une monnaie euh, qu'on utilise pour le paiement. Et l'argent est aussi, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, une matière industrielle utilisée principalement dans la transition énergétique. Et du coup, eh bien, c'est un très petit marché. Et du coup, vu qu'il est très petit, il est très facile à manipuler. Il est manipulé par des EFT et également par des industriels qui, comme je vous l'ai dit, font le maximum et se mettent d'accord pour garder un argent qui soit le plus bas possible pour limiter les coûts et pouvoir continuer à fabriquer avec une rentabilité la plus grande possible. Alors, ben, lui, il termine en disant que donc l'argent, c'est toujours ce qu'on achète en second après l'or. Et l'argent, comme il est sur un très petit marché, eh bien, il est très volatile. Il va très rapidement monter, il peut très rapidement descendre. C'est très rapide, très volatile. C'est très manipulable également. C'est sans doute pour ça la raison qu'il peut bouger relativement vite. Et donc, ça peut aussi être un gros gain pour ceux qui en possèdent. Et c'est aussi la matière qui sera vendue la première et bien avant l'or pour cette raison-là, parce qu'en général, eh bien, on prend son bénéfice et c'est toujours l'or que l'on conserve, pas toujours à titre de rendement, mais plus en termes de garantie, tandis que l'argent a son petit côté gain productif et par conséquent, ben, c'est celui qu'on va vendre le premier et qu'on achètera le deuxième à titre de diversification. L'or va continuer à monter, l'argent également. Et pour lui, eh bien, il ajoute que nous sommes dans un tunnel attentiste qui est poussé par un mécanisme haussier. Et tout cela, eh bien, va permettre à la longue, alors, d'avoir des supports
qui vont lui permettre de continuer à monter et à garantir une hausse de l'or, mais qui soit considérée comme une hausse qui est saine et pas exponentielle, donc assez sûre sur le long terme. Et donc, ça vient compléter la thèse évoquée par Pierre Béchat qui disait que nous étions dans un cycle haussier de 15 ans. Eh bien, ici, il vient conforter en disant que cette hausse, eh bien, elle est saine, puisqu'il y a des périodes attentistes et avec des supports, des résistances qui vont permettre d'éviter de redescendre trop bas. Ce sujet a été abordé par Cyril Joubert, qui est un grand spécialiste de l'argent. Pour lui, eh bien, il voit l'argent arriver vers des taux de 600 à 1000 dollars l'once d'argent et il le voit être plus rémunérateur que l'or. L'or et l'argent sont des métaux précieux rares et précieux et que tous les deux ont eu leur part dans les monnaies en Europe, en Asie, en Inde, en Russie et aux USA. Le ratio or-argent, c'est-à-dire le nombre d'onces d'argent pour un once d'or, eh bien, a varié au cours des siècles. Au XVe siècle, c'était à peu près de 1 pour 10. À l'époque de Napoléon, de 1 sur 15. En 1970, eh bien, ça a commencé à devenir un moment où il y a eu beaucoup plus de spéculation. Actuellement, on est un petit peu en dessous de 80, vers 74-76, ce qui est un rapport tout à fait aberrant, puisque si l'on compare la rareté de l'argent au niveau de l'écorce terrestre, eh bien là, on se retrouve dans un rapport de 1 à 10, voire de 1 à 9. Donc le rapport de 74 ne correspond quasiment plus à rien du tout et est complètement manipulé et irréaliste. Alors, ça fait déjà quelques années que l'on parle qu'il faut être prêt pour la nouvelle monnaie mondiale. Et en 2008, aux environs de novembre 2008, eh bien, le G20 parle d'une réforme du nouveau Bretton Woods. Alors, en mars 2009, quasiment un an après, la Banque centrale chinoise fait un essai sur la réforme de la monnaie internationale. Ils veulent tester le Bancor. Le Bancor, c'est un système monétaire où chaque pays est obligé de créer de la richesse en industrie pour avoir une balance commerciale équilibrée. Leur objectif, eh bien, des Chinois, c'est d'avoir un système monétaire où il y a une monnaie qui représente en fait un panier de monnaie, comme on a avec le DTS du FMI, et qui doit être équilibré et surtout garanti par un panier de matières premières telles que le gaz. Et depuis 2009, eh bien, la Russie et ses alliés essayent de trouver un panier plus ou moins efficace au niveau des matières premières, et la Chine y travaille aussi régulièrement dans cet objectif-là, afin d'obtenir une diversification de matières premières qui soit un rôle de garantie et qui en plus soit assez simple à mettre en place. D'ailleurs, la Russie a déjà ramené ce panier de 40 à un chiffre un peu inférieur à 20. Cette monnaie n'est pas encore sortie, mais on sait déjà une chose, c'est que l'argent fera sûrement partie du fameux panier de garantie de cette fameuse nouvelle monnaie aux côtés de l'or et d'autres matières premières importantes. Deuxième élément important et qu'on a déjà parlé, c'est les fameux sommets BRIC avec les États BRIC. On attend évidemment qu'un jour ou l'autre, ils nous présentent leur monnaie, qu'elle soit nouvelle ou bien adossée à l'or ou une monnaie qui existe déjà. Et pour ça, eh bien, on se rend compte que dernièrement, eh bien, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Afrique du Sud et 5 autres pays africains ont commencé à rapatrier leurs réserves d'or qui étaient à la Banque centrale d'Angleterre. L'Inde a également fait de même. Le cartel bancaire, eh bien, européen et mondial risque de souffrir parce que si tous ces États commencent à demander le rapatriement de leur or physique, eh bien, on risque d'avoir à court terme, eh bien, une explosion sous nos yeux. Et si l'explosion arrive et que l'or se raréfie
dans les fameuses banques où les réserves se trouvaient, eh bien, ça va avoir pour effet qu'il y aura moins de réserves, donc le prix de l'or va exploser et également celui de l'argent, puisque l'argent et l'or sont toujours étroitement liés. Il revient sur le plan monétaire quinquennal chinois qui doit arriver à son apogée pour 2035. Et ce plan quinquennal chinois, eh bien, c'est à peu près, kif kif bourrico, l'équivalent de la troisième révolution industrielle de Klaus Schwab et de Davos. Donc finalement, ça va un peu dans le même pot, dirons ça ainsi, et donc on peut s'attendre à ce que ça va impliquer d'énormes quantités d'argent qui vont être indispensables pour réaliser cette fameuse révolution, qu'elle soit sous le terme de chinois ou de Klaus Schwab ou de Davos, tout le monde va avoir besoin de ces quantités d'argent. Mais l'argent, eh bien, il n'existe plus nulle part parce que, eh bien, il n'y en a plus dans l'écorce terrestre. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on a arrêté d'intensifier les recherches. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup d'argent et quand on en a encore quelques petits filons, eh bien, ça coûte très très cher pour exploiter parce que l'argent se trouve en profondeur et demande beaucoup de travail et de manipulation pour pouvoir l'extraire et que l'argent est un élément industriel indispensable à la transition énergétique. Alors, bien, Joubert ajoute que si on veut réussir et atteindre les objectifs de la Chine ou de l'apogée occidentale avec l'oligarchie Schwarz-Davos, eh bien, il va falloir obligatoirement, si on veut réussir cette transition-là, augmenter le prix de l'argent suffisamment pour que ce soit suffisamment rentable pour faire de la recherche et de l'exploitation. Et encore, si on trouve de l'argent, il faut bien se rendre compte qu'à le moment où on aura trouvé le filon où se trouvent des quantités suffisantes d'argent, il faut toujours, entre le moment où on trouve l'argent et le moment où on va l'exploiter, une quinzaine d'années. Or ici, on en a besoin de manière urgente puisque les termes et les délais imposés parlent de 2035. Ce qui veut dire que dans des circonstances pareilles, il faudra accélérer le mécanisme et du coup, eh bien, on peut s'attendre à ce que l'argent, eh bien, augmente de 35 à 50%. Et pour lui, eh bien, ce n'est pas tout à fait fou que de voir l'argent avec 3 chiffres. Voir l'argent à 500-600 dollars l'once n'est pas tout à fait ridicule et irréaliste. Et si on se trouve dans un contexte hyper inflationniste, eh bien, pourquoi pas monter jusqu'à 1000 dollars. L'or et l'argent, eh bien, il n'y a aucun doute, en tout cas pour les spécialistes, que ceux-ci sont dans des cycles haussiers. Apparemment, l'argent aurait un apport et une fluctuation qui sera beaucoup plus grande que celle de l'or. Puis l'or continuera à monter, mais de manière plus progressive, avec des paliers, avec des moments d'attente, avec des légères baisses, avec des reprises. Donc, ça sera beaucoup plus sain peut-être que l'argent qui, comme je vous l'ai dit, est plutôt exponentiel, rapide dans ses réactions, tant à la montée qu'à la descente. Mais ça a son pesant d'or aussi dans votre portefeuille et par conséquent, ça peut être intéressant d'en posséder, en tout cas pour du court terme. Faiblesse des monnaies de l'économie, que ce soit le dollar ou l'euro. On se trouve dans un contexte inflationniste, parfois hyperinflationniste, avec parfois une tendance aussi à la récession. Eh bien, tous ces éléments-là sont en faveur d'inquiétude, d'angoisse et donc favorables aux matières précieuses et principalement à l'or. Deuxièmement, eh bien, les banques centrales continuent à accumuler de l'or et à le faire de manière énorme. Si on prend le cas de la Chine, c'est des quantités qu'on n'a jamais vues et qui n'ont jamais eu de précédent avant. Et il y a d'autres pays plus proches de nous qui ont également cette attitude-là. On peut se rappeler la Turquie et également la Pologne. Et enfin, troisième élément qui semble également ressortir de ce symposium, eh bien, c'est toutes les tensions géopolitiques dans le monde. Il y a un élément qui revient également dans ce symposium,
c'est que l'on parle qu'il serait également intéressant de s'intéresser aux actions minières. Les actions minières basées sur les mines d'or, mais également sur les mines d'argent, avec, selon Pierre Béchat, un rapport d'avoir à peu près 3 mines d'or pour 4 mines d'argent. Voilà, si vous êtes intéressé par les actions minières, il semblerait que ça semble intéressant, parce que tout le monde semble s'en désintéresser. Donc, quand on semble s'en désintéresser, c'est peut-être bon de s'y intéresser et d'être avant-gardiste et de se lancer dans l'aventure. Ces actions-là sont encore très bon marché. Grosses mines, en général, elles font des achats futurs sur plusieurs années. Donc, elles n'ont pas su profiter du cours de l'or et de l'argent qui a monté. Donc, elles ont vendu déjà à l'avance leurs matières précieuses à des prix inférieurs que ce que ça est pour le moment. Et pour les petites mines qui ne sont pas très rentables, eh bien, elles, les coûts étaient tellement élevés qu'elles sont fermées et elles attendent, elles, la reprise évidemment de l'or et de l'argent, de la montée des cours pour réouvrir et pouvoir vendre, mais elles, au prix du marché et de pouvoir engranger les bénéfices. Et par conséquent, eh bien, lui, il aurait tendance à dire qu'il faudrait aller vers ces petites mines juniors qui, elles, ont fermé par manque de rentabilité et de capital à l'arrière, et que, vu maintenant le cours de l'or et de l'argent qui va bientôt exploser, eh bien, ces mines vont réouvrir et vont vendre, elles, au prix de l'or haussier, et par conséquent, serait une bonne opportunité. Et il parle de rendement qui pourrait être multiplié par 10. Et pourquoi parle-t-il du 24 octobre? Eh bien, parce que le 24 octobre, la prochaine réunion des États BRICS se déroulera à Moscou. Donc, on attend ce rendez-vous un peu spécial à Moscou, parce qu'on se doute qu'il risque d'avoir une grande annonce, et l'annonce qu'il pourrait y avoir, eh bien, c'est la présentation de la nouvelle monnaie des BRICS. Et du coup, eh bien, ce serait l'explosion de l'or. Et lui, il vise ce fameux 24 octobre et il dit qu'il faut être entré sur le marché des matières premières en vue de cette fameuse échéance où l'on pourrait évidemment engranger d'énormes bénéfices. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques informations. Moi, ça m'a en tout cas appris des choses que je ne savais pas et je tenais à vous en faire part.